Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle webconférence de l'UPV organisée par le Comité départemental de prévention des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Donc, ce comité réunit les partenaires sociaux du département et les institutions de prévention sous l'égide du ministère du Travail et de la Directe pour œuvrer à la prévention des risques psychosociaux et à la promotion de la QVT. Ce comité est composé de la FBTP 83, de la CAPEB 83, de l'UPV, de l'U2P, des UD, CFE, CGC, FO, CGT, CFDT, CFTC, l'AIST 83, la CMA PACA, la MSA Provence-Azur, la CARSAT, la RAC PACA, la Direct 83 et la Direct PACA. J'espère que j'ai oublié personne. Aujourd'hui, donc, le comité RPS-QVT vous propose d'aborder le thème suivant, l'évaluation et la régulation de la charge de travail. Donc, ce thème a été choisi car il est central dans les enjeux de santé au travail et touche aux notions d'intégrité physique, cognitive et psychique des travailleurs. La surcharge ou la sous-charge de travail sont reconnus comme des facteurs de risque psychosociaux. Donc, pour les différents acteurs des entreprises, c'est à la fois un enjeu de prévention des RPS, mais aussi un moyen d'engager une démarche de QVT pour concilier à la fois l'organisation des conditions de travail et la performance de l'entreprise. Alors, appréhender la notion de charge de travail soulève de nombreuses questions, comme est-il possible de mesurer la charge de travail? Comment s'y prendre pour évaluer l'écart entre la réalité de la charge et ce qui est prescrit? L'évolution des modes d'organisation du travail et de management du personnel amplifie ou réduisent-ils cet écart? Comment la question de l'évaluation de la charge peut faire l'objet de négociations sociales? Et bien d'autres questions que vous ne manquerez pas de poser ce matin, j'en suis sûr. Alors, pour y répondre, nous avons réuni un juriste, une responsable de la prévention des risques professionnels et deux chefs d'entreprise qui aborderont toutes ces questions et essaieront d'y apporter des réponses concrètes. Alors, on a le plaisir d'accueillir ce matin Luc de Montvallon, docteur en droit, enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux, qui présentera l'utilisation actuelle de la notion de charge de travail, ses lacunes et la mettra en perspective comme levier juridique pour améliorer la qualité de vie au travail. Dominique Vray, responsable de la prévention des risques professionnels à la Caisse d'épargne Côte d'Azur, et Rémi Collot, chef d'entreprise de l'entreprise RADO, repas à domicile et autres urgences, qui témoigneront de leur expérience et présenteront les actions mises en place au sein de leur entreprise. Et Madame Evelyne Villadoma, directrice adjointe de la Directe VAR, qui clôturera la matinale. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Monsieur Jourdan et Madame Télès du cabinet Analusis feront la modération de ces questions. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Bonne journée. Bonjour à tous. Pour commencer, je voudrais évidemment remercier les organisateurs de m'avoir convié à intervenir sur le sujet de la charge de travail aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé en tant que chercheur et c'est toujours un plaisir de sortir un peu de l'université pour venir présenter ces travaux à des professionnels, aux personnes qui sont sur le terrain. Donc merci beaucoup pour ça. Pour me présenter très rapidement, je m'appelle Luc de Montvallon, je suis donc docteur en droit et enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. J'ai réalisé ma thèse de doctorat sur la notion de charge de travail, justement. J'ai essayé de mettre en perspective l'utilisation de la notion de charge de travail en droit du travail et l'évolution du droit de la santé au travail pour montrer comment la charge de travail pouvait accompagner un mouvement, et c'est ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes, comment la charge de travail pouvait accompagner un mouvement d'une logique de protection de la santé contre des risques à une logique de promotion de la santé par le travail, d'amélioration de la qualité de vie au travail. Donc, essayer de voir justement comment la charge de travail peut devenir un levier d'amélioration des conditions de travail, d'amélioration de la qualité de vie au travail. Bon, j'arrête là pour la présentation parce que j'ai déjà beaucoup de choses à vous dire et je n'ai qu'une demi-heure. Donc, je vais passer à mon intervention. En droit du travail, la charge du travail a longtemps été évaluée à l'aune du temps passé au travail par le salarié. La réduction de la durée du travail a même été un acte fondateur du droit social en 1841 et jusqu'aux 35 heures des lois Aubry, elle a permis de limiter la charge de travail des salariés pour protéger leur santé. Cette assimilation entre charge et temps se justifiait assez facilement dans les organisations tayloriennes très homogènes et laissant peu de liberté aux travailleurs.
elle se justifie sans doute moins dans les organisations du travail modernes, dont les dérives sont plutôt décrites par des termes comme pénibilité, harcèlement, burn-out ou charge de travail. L'étude juridique de la notion de charge de travail se heurte à une difficulté principale, c'est l'absence de définition partagée par les acteurs. Si on regarde un peu la littérature, on voit que la charge de travail, c'est une notion à géométrie variable qui peut être étudiée selon différents aspects, par différents modèles, avec différentes finalités. Elle a été envisagée comme un effort, c'est-à-dire comme la mobilisation de ressources pour réaliser une tâche, ou comme le coût physique ou mental induit par cet effort. Dans la seconde moitié du XXe siècle, on a vu apparaître des modèles qui avaient pour objectif de mesurer précisément cet effort ou ce coût à partir d'éléments objectifs comme le rythme cardiaque ou la dilatation des pupilles, ou à partir d'éléments plus subjectifs permettant de quantifier la charge de travail au moyen de questionnaires réalisés par les salariés. Dans la littérature francophone, on a vu récemment émerger un modèle interactionniste et dynamique de la charge de travail en 3 dimensions. C'est le modèle utilisé par l'ANACT que vous connaissez peut-être sans doute. La première dimension, c'est la charge de travail prescrite qui renvoie au système de contraintes qui s'impose aux salariés, c'est-à-dire les objectifs et les procédures prescrites principalement, mais qui renvoie également aux outils et aux ressources mises à la disposition des travailleurs pour réaliser le travail demandé. Il y a ensuite la charge de travail réelle qui permet de mesurer l'écart inévitable entre le travail prescrit et le travail tel qu'il est réellement exécuté. Étudier la charge de travail réelle permet de rechercher le degré de mobilisation physique, cognitive et psychique d'un salarié, d'un travailleur, et de tenir compte des stratégies et efforts déployés pour atteindre les objectifs prescrits. Il y a enfin la charge de travail ressentie qui désigne la perception qu'une personne a de sa propre charge de travail et qui mobilise des notions comme le sens au travail, la reconnaissance, le jugement de beauté, d'utilité, etc. Il ressort de ce modèle dynamique que la charge de travail, s'il fallait retenir une définition, est déterminée par la mise en concurrence des contraintes induites par le travail et des ressources à la disposition de ceux qui l'exécutent. Plusieurs remarques peuvent être faites à partir de cette définition. Première remarque, les contraintes, c'est-à-dire les objectifs quantitatifs et qualitatifs, les délais, l'organisation et les conditions de travail, la durée du travail, etc., ne suffisent pas à évaluer la charge de travail, car elles sont supportées différemment par les individus en fonction de leurs ressources collectives, comme les outils de travail, les possibilités de coopération, et individuelles, comme l'autonomie, la formation, les compétences. Deuxième remarque, la charge de travail n'est pas un synonyme de temps, durée, quantité ou intensité de travail. Il s'agit plutôt d'un descripteur global et synthétique de l'activité qui permet de décrire le travail tel qu'il doit être réalisé, les stratégies et les efforts mis en œuvre pour ce faire et le coût induit par la réalisation du travail, coût en termes non seulement de ressources disponibles mobilisées, mais également en termes de conséquences sur la santé du salarié et sur la conciliation entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Troisième remarque enfin, ce modèle permet de dépasser une approche figée pour pouvoir agir directement sur les dysfonctionnements organisationnels qui influencent négativement la charge de travail. L'important n'est pas tant de mesurer ou d'évaluer la charge, mais plutôt de la réguler en réfléchissant aux ressources à opposer aux contraintes dès la prescription du travail et en maintenant cette réflexion tout au long de la réalisation de la prestation. Ensuite, j'ai réalisé une diapo avec des exemples de contraintes et ressources à différents niveaux. J'ai malheureusement pas le temps de m'arrêter là-dessus, mais j'espère que le support vous sera transmis d'une façon ou d'une autre. Bon, vous retrouvez tout ça notamment dans la littérature de l'ANACT, j'ai rien inventé ici. Après cette brève présentation de la notion, on peut utilement se demander en quoi le recours à la notion de charge de travail en droit du travail
pourrait contribuer à améliorer la protection de la santé des travailleurs salariés. Pour répondre à cette question, une analyse du droit applicable montre que le droit cherche avant tout, pour l'instant, à protéger la santé du salarié contre une charge de travail excessive. Ce sera le sujet de ma première partie. On peut cependant aller au-delà de cette analyse du droit positif et réfléchir aux moyens dont disposent les acteurs du droit du travail pour exploiter au mieux le potentiel de la notion de charge de travail et en faire un levier de promotion de la santé et d'amélioration de la QVT. Ce sera le sujet de ma deuxième partie. Première partie, donc, la protection de la santé du salarié contre une charge de travail excessive. Je suis un juriste, je garde mes mauvaises habitudes d'avoir une structure très apparente. La charge de travail, elle est apparue dans le Code du travail au début des années 2000 pour prévenir le risque d'une durée du travail excessive pour les salariés soumis à une convention de forfait en jour. Ce n'est qu'à partir de 2011 que la Cour de cassation a fait de cette notion un élément central du dispositif. Depuis 2011, les juges vérifient régulièrement que les accords collectifs qui leur sont soumis permettent d'assurer que la charge de travail des salariés au forfait jour est raisonnable et permet une bonne répartition du travail dans le temps. L'exigence d'une charge de travail raisonnable a intégré le Code du travail en 2016 avec la loi El Khomri, bien que désormais l'employeur puisse pallier les carences d'un accord collectif insuffisant et assurer unilatéralement la régulation de la charge de travail. C'est lui qui, in fine, est responsable de cette régulation. Avec le temps, on a pu déterminer ce que la Cour de cassation attendait en exigeant des dispositions permettant de garantir une charge de travail raisonnable. Je vous ai mis quelques exemples sur la diapo suivante. Et par exemple, insuffisant, un simple entretien annuel ou trimestriel, un rappel des durées minimales de repos ou des durées maximales de travail, un document autodéclaratif des jours travaillés sans suivi par l'employeur de ce document et de la charge de travail, est en revanche suffisant l'accord collectif qui prévoit un décompte des demi-journées ou journées travaillées, une identification des jours de repos, la garantie du respect du repos quotidien et hebdomadaire, des dispositifs d'alerte en cas de surcharge et surtout, c'est l'essentiel, un suivi régulier par l'employeur de la charge de travail afin qu'elle reste raisonnable et permette une limitation de la durée du travail. Tout ça dans le même accord collectif. Ce qui est en jeu selon les juges avec cette jurisprudence, c'est bien de garantir par un autre moyen que le droit de la durée du travail classique que les salariés autonomes ne seront pas soumis à une durée excessive de travail. Dans des décisions plus récentes, on note même une évolution. La Cour de cassation considère que la charge de travail est raisonnable dès lors que l'employeur dispose des outils pour réagir en temps utile à une situation de surcharge. Cette nouvelle vision de la charge de travail raisonnable me semble un peu réductrice puisque l'objectif ici ne semble plus de prévenir, mais plutôt de réagir et de corriger. La même fonction semble dévolue à la charge de travail dans le régime juridique du télétravail. Le télétravailleur reste soumis au droit commun de la durée du travail. Pourtant, l'accord collectif ou la charte encadrant le recours au télétravail dans l'entreprise peut envisager soit des modalités de décompte de la durée du travail, soit des modalités de régulation de la charge de travail. Cette alternative montre que la régulation doit permettre de considérer que le salarié n'est pas soumis à une durée du travail excessive. Ces quelques apparitions de la charge de travail dans le Code du travail ne sont toutefois pas représentatives de la diversité des usages que l'on peut observer en droit social, notamment lorsque la notion est convoquée par les juges. Dans la jurisprudence de la Cour de cassation, on retrouve parfois la charge de travail dans le contentieux de la rémunération. Des éléments sur la charge de travail peuvent être de nature à étayer une demande en paiement d'heures supplémentaires.
Le lien entre la durée et la charge de travail est ici encore très marqué, car c'est bien la charge de travail excessive qui permet de considérer que le salarié a travaillé plus que l'horaire normal prévu à son contrat. En matière de santé au travail, la charge de travail est parfois retenue comme un élément de preuve permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou plus généralement comme un facteur de risque psychosociaux. Dans le contentieux de la rupture du contrat de travail, une charge de travail très importante peut expliquer une faute et atténuer sa gravité, permettant au salarié d'écarter éventuellement la qualification de faute grave et ses conséquences, notamment sur le versement d'une indemnité de licenciement. Voilà pour quelques exemples dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Mais la charge de travail est surtout omniprésente dans le contentieux devant les conseils de prud'homme et les cours d'appel. Elle est alors invoquée comme un élément de fait qui permet l'application de certaines règles de droit. Elle est omniprésente parce que lorsque les travailleurs s'engagent dans un contentieux contre leur employeur, ils ressentent souvent un problème de charge de travail, soit un excès de contraintes, soit un manque de ressources. Le problème, c'est que le contentieux est guidé par les demandes des parties et que chacun a sa propre définition, instinctive, souvent quantitative, de la charge de travail, guidée le plus souvent par des expériences personnelles. Quand les gens mentionnent leur charge de travail devant un juge, ils veulent en principe parler de ce qui ne va pas dans leur travail. La pénibilité, la rémunération insuffisante par rapport au travail fourni, la quantité de travail, la durée du travail, les relations interpersonnelles, l'impossibilité de concilier vie privée, vie professionnelle, etc. C'est cette diversité de représentations finalement qui empêche de dégager une vision de cette notion qui serait partagée par les acteurs de l'entreprise, par les partenaires sociaux et par le juge, ce qui serait un préalable nécessaire au renforcement de son effectivité en droit. On peut finalement se demander si les règles juridiques les plus pertinentes pour une régulation effective de la charge de travail ne se trouvent pas là où la charge de travail n'est jamais nommée, et plus précisément dans les dispositions relatives à l'obligation patronale de sécurité. Depuis l'arrêt Air France rendu en novembre 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que l'employeur ne manque pas à son obligation de protéger la santé des salariés s'il a pris toutes les mesures de prévention énoncées aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail. Si la Cour de cassation a abandonné la qualification d'obligation de sécurité de résultat, elle rappelle régulièrement et avec force l'injonction faite aux entreprises de mettre en œuvre une politique globale de prévention de l'ensemble des risques professionnels. Or, la surcharge de travail peut être regardée comme un risque professionnel au regard des liens évidents qui existent entre surcharge et dégradation de la santé physique ou mentale. Ça peut être des douleurs physiques, des troubles musculo-squelettiques, première maladie professionnelle de France, des troubles du sommeil, des pratiques addictives, du stress, du burn-out, voire des suicides. Il faut donc logiquement en déduire que l'employeur, en vertu de son obligation de sécurité, est débiteur d'une obligation implicite de prévention de la surcharge de travail. Il devrait donc évaluer le risque de surcharge et mettre en œuvre les principes généraux de prévention. Parmi ces principes, le principe d'adaptation du travail à l'homme, qui commence d'ailleurs à être mobilisé dans le contentieux devant les cours d'appel, impose justement une réflexion sur les conditions d'exécution du travail pour que le salarié soit placé dans une situation où ses contraintes de travail sont compatibles avec ses ressources. En pratique, cependant, la prévention de la surcharge de travail reste lacunaire à cause des limites que j'ai déjà évoquées. Elle est encore envisagée selon une approche quantitative, trop liée aux notions de durée ou de quantité de travail, et son champ d'application en droit reste limité à certains salariés autonomes. Comment alors améliorer la prévention de la surcharge de travail ? Peut-être en considérant, pour commencer, que l'ensemble des salariés, et non seulement les signataires d'une convention de forfait jour, sont concernés par les problématiques liées à la charge de travail et doivent pouvoir bénéficier d'une charge de travail raisonnable.
Les contraintes de chacun devraient être limitées et les ressources adaptées à ces contraintes. Une telle exigence permettrait de repenser les modalités d'exécution du travail pour anticiper la surcharge de travail. Surtout, une réflexion en amont sur les déterminants d'une charge de travail raisonnable permettrait de sortir d'une vision négative de cette charge pour envisager les effets bénéfiques d'une charge de travail raisonnable et intégrer cette notion dans une logique de promotion de la santé par le travail. C'était la transition vers ma deuxième partie que je vous ai annoncée tout à l'heure, la promotion de la santé du salarié par l'exigence, par la recherche d'une charge de travail raisonnable. Si on part du constat précédemment réalisé, un premier travail de définition paraît déjà nécessaire pour savoir ce que peut être une charge de travail raisonnable en droit du travail. D'abord, la charge de travail raisonnable ne doit surtout pas s'entendre comme un seuil d'acceptabilité qu'il ne faudrait pas dépasser. Fixer un seuil favoriserait l'idée d'une nécessaire limitation de la charge de travail, occultant le fait qu'une charge de travail très basse, parfois caractéristique d'un harcèlement moral, est également pathogène. La charge de travail est en réalité une notion neutre. Comme j'ai dit en introduction, c'est un descripteur de l'activité. C'est l'adjectif ou le préfixe accolé à la charge de travail qui détermine la façon dont celle-ci doit être appréhendée. On parle de surcharge de travail, sous-charge de travail ou au contraire, charge de travail raisonnable. D'un point de vue juridique, le raisonnable est ce qu'on appelle un standard volontairement flou qui permet une application moins rigide du droit qui en fait laisse une marge d'appréciation et d'adaptation aux praticiens ou aux juges. Lorsque une règle de droit comporte une référence au raisonnable, cela signifie que cette règle est indissociable du contexte auquel elle s'applique. La charge de travail devrait donc être considérée comme raisonnable dès lors que le salarié dispose des ressources individuelles et collectives, personnelles et organisationnelles, adéquates au regard des contraintes induites par son travail. Dépassant une simple logique de protection du salarié contre l'excès de travail, cette définition souple, aisément déclinable dans différents secteurs d'activité, différentes entreprises, différents emplois, présente l'avantage d'extirper la charge de travail d'une vision dans laquelle elle représente un mal à prévenir et à guérir pour envisager, en amont de la réalisation du travail, les situations de travail à promouvoir. La régulation de la charge de travail ne passe pas nécessairement par une réduction des contraintes, elle peut aussi résulter d'une amélioration des ressources offertes aux salariés. Il ressort de cette définition que la recherche d'une charge de travail raisonnable peut s'inscrire dans une démarche de promotion de la santé par le travail. Cette démarche est justement encouragée par le droit du travail à travers l'objectif d'amélioration de la qualité de vie au travail. La QVT, vous le savez, a été définie par les partenaires sociaux dans un accord national interprofessionnel en 2013. Elle désigne les mesures organisationnelles permettant de concilier les modalités de l'amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l'entreprise. Comme pour la notion de charge de travail raisonnable, protection de la santé et amélioration des conditions de travail sont au fondement de la qualité de vie au travail. La QVT fait l'objet d'une négociation obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, mais le contenu de cette négociation est en grande partie laissé à la discrétion des entreprises. En pratique, les démarches QVT sont, je ne veux pas généraliser, mais sont quand même parfois limitées à la création de crèches, de salles de sport, de cours de yoga, à des services d'entretien de voitures, de livraison de repas. Bref, de telles démarches occultent en réalité l'essentiel, elles occultent la réflexion sur le travail lui-même. Elles améliorent certes la qualité de vie ou le bien-être global, mais sans tenir compte de la qualité du travail réalisé. Dans certains cas, on peut même considérer que ces politiques n'améliorent pas la QVT, mais permettent au contraire de compenser une mauvaise qualité de vie au travail
en la rendant plus acceptable par le biais d'avantages étrangers au travail lui-même. La charge de travail, justement, pourrait être envisagée comme un révélateur de la qualité de vie au travail. Un équilibre entre les contraintes et les ressources de travail témoigne en effet d'une organisation du travail elle-même équilibrée. La charge de travail raisonnable pourrait même être considérée comme une condition de la qualité de vie au travail. La QVT paraît en effet impossible si la charge de travail n'est pas raisonnable, soit parce que le salarié est soumis à des contraintes de travail trop importantes, soit parce que ses ressources ne lui permettent pas de réaliser un travail de qualité. Certains auteurs, notamment en psychodynamique du travail ou en clinique du travail, insistent justement sur les risques de l'activité empêchée et l'importance de la qualité du travail réalisé sur la santé mentale des travailleurs. Réguler la charge de travail pour la rendre raisonnable, ce n'est pas seulement veiller à ce que le salarié fasse moins, mais c'est aussi veiller à ce qu'il fasse mieux. Mais comment alors réguler la charge de travail? L'action sur la charge de travail doit d'abord être une action systémique. Chacun a un rôle à jouer et si l'employeur est in fine responsable de l'action sur la charge de travail, il a évidemment un intérêt à solliciter les autres acteurs, leurs connaissances et leurs compétences, si possible en amont de la prescription et la réalisation du travail. Il peut, par exemple, réfléchir avec le médecin du travail sur les incidences sur la santé de la mise en place d'une organisation du travail, sans attendre que ces effets soient révélés ultérieurement par le suivi individuel. Il peut intégrer les salariés par le biais de mécanismes d'alerte ou, mieux encore, dans le cadre d'espaces de discussion sur le travail. Il peut solliciter les managers qui sont vecteurs de l'information entre les employeurs et les autres salariés, tout en veillant, évidemment, à les former sur les problématiques afférentes à la charge de travail. Il peut encore solliciter le comité social et économique, qui est compétent à la fois sur les questions de politique économique et sur les questions de santé au travail, dans le cadre de la prise de décision. Cette action systémique doit ensuite reposer sur une approche collective de la charge de travail. La correction individuelle est insuffisante car libérer un salarié d'une contrainte implique en principe que cette contrainte soit transférée vers un autre salarié, sans que le problème soit traité à la source. C'est d'abord en éliminant les dysfonctionnements collectifs, comme par exemple les attentes en termes de résultats incompatibles avec les procédures prescrites et les outils de travail, ou encore les interruptions permanentes et les demandes de la part des collègues, des clients, que l'on régule collectivement la charge de travail. Il est surtout primordial pour les employeurs d'anticiper les effets des décisions de gestion sur la charge de travail des salariés. Comment, par exemple, évaluer le transfert de charge de travail vers les salariés survivants en cas de compression des effectifs? Quelles sont les nouvelles contraintes et les nouvelles ressources induites par l'introduction de nouveaux outils ou de nouvelles méthodes de travail? Comment accompagner les salariés par des actions de formation et d'adaptation? Comment permettre aux salariés d'exprimer leurs ressentis sur ces changements? En définitive, l'objectif pour réguler la charge de travail selon une approche globale, c'est surtout la recherche des déterminants organisationnels de la charge de travail, ceux qui permettent de comprendre le passage du travail prescrit au travail réel en tenant compte de la façon dont les différents individus coopèrent et travaillent ensemble. Il faut réguler collectivement cette charge avant d'envisager une approche individuelle plus classique centrée sur la prescription des tâches, la prescription d'objectifs et sur l'évaluation du travail réalisé par chacun. Les partenaires sociaux, enfin, ont évidemment un rôle à jouer dans l'élaboration d'outils de régulation de la charge de travail. Bon, au niveau national et interprofessionnel, je ne suis pas convaincu par le potentiel d'une négociation, mais un accord pourrait tout au plus donner une définition partagée de la charge de travail et enjoindre de négocier à un niveau inférieur. Une négociation au niveau de la branche peut déjà permettre l'établissement d'un référentiel partagé par une identification des ressources et des contraintes propres à cette branche. Elle peut aussi servir de guide, de boîte à outils à l'action dans les entreprises de cette branche.
La négociation d'entreprise sur ce sujet, enfin, idéalement dans le cadre d'un accord QVT, est pertinente car elle se fait au plus près du travail entre l'employeur qui le prescrit et des représentants des salariés qui le réalisent. À défaut de négociation dans les TPE, par exemple, l'employeur doit agir unilatéralement, mais un dialogue informel avec les salariés ou avec leurs représentants s'ils existent est évidemment souhaitable pour dégager des solutions adaptées. C'est en tout cas au niveau de l'entreprise que les ressources et les contraintes de travail peuvent être précisément identifiées, que des mécanismes de régulation efficaces peuvent être imaginés. On peut penser, par exemple, mais la liste n'est évidemment pas exhaustive, à des réunions d'équipe pour répartir la charge de travail, à un renforcement des effectifs lorsque la charge collective ne peut être assumée par les salariés tout en restant raisonnable, à des dispositifs d'alerte, à des questionnaires, à des espaces de discussion pour parler de l'écart entre le prescrit et le réel et des difficultés rencontrées dans le travail, à une refonte des méthodes d'évaluation. Il ne faudrait plus seulement se demander si un objectif a été atteint, mais le cas échéant, pourquoi il n'a pas été atteint. Il ne faudrait plus seulement se concentrer sur la responsabilité du salarié, mais aussi sur celle de l'organisation du travail pour adapter en conséquence les ressources de travail aux contraintes. On peut aussi repenser le rôle des IRP dans l'identification et la régulation de la charge de travail. On peut envisager un renforcement de l'autonomie pour maîtriser davantage le temps de travail. On peut envisager du télétravail, du temps partiel choisi, des modalités pour rendre effectif le droit à la déconnexion. Bref, les solutions sont en fait aussi diversifiées que les entreprises et les situations de travail. Il n'existe aucune solution préconçue et le diagnostic et le dialogue sont toujours des préalables indispensables à la mise en œuvre de dispositifs de régulation efficaces. Je vais terminer cette présentation avec un exemple peut-être un peu plus parlant d'actualité, la régulation de la charge de travail d'un salarié en télétravail en période de Covid-19. Le télétravail constitue, dans cette période de pandémie, pour les emplois en tout cas qui peuvent être délocalisés au domicile du salarié, une mesure de prévention efficace, peut-être la plus efficace, du risque de contamination sur le lieu de travail, voire dans les transports en commun. Il peut d'ailleurs, le télétravail, être mis en place sans l'accord du salarié. Actuellement, en cas d'épidémie, le Code du travail le prévoit. En toute hypothèse, il est impossible d'envoyer un salarié travailler à son domicile sans préparer le changement d'organisation du travail et sans réguler la charge de travail qui sera forcément différente par rapport à un travail en présentiel. Et cette régulation passe, vous l'aurez compris, par une action sur les contraintes de travail, mais aussi sur les ressources. Il faut d'abord adapter au maximum les contraintes de travail. La prescription des objectifs doit être adaptée au contexte et à l'organisation du travail. Il faut éviter les contraintes excessives, mais aussi les situations de sous-charge qui peuvent naître d'objectifs insuffisants au regard des compétences du salarié. Il n'y a rien de pire, je pense, qu'un salarié qui est tout seul chez lui et qui s'ennuie au travail. L'organisation du travail ne doit pas être une source de contraintes trop importante. Il faut donc éviter les procédures trop rigides, trop complexes et trop bureaucratiques pour organiser la réalisation et la restitution du travail. Une surcharge informationnelle peut résulter de l'excès de mails, d'appels, de visioconférences. Le salarié peut avoir une difficulté à se déconnecter en fin de journée dès lors qu'il n'a pas à quitter son lieu de travail. On peut donc identifier et limiter les réunions et les mails inutiles ou moins utiles, mais il faut aussi prévoir des mesures pour garantir l'effectivité du droit à la déconnexion. Enfin, les contraintes sociales liées à l'isolement doivent être évaluées. Elles peuvent être limitées par le recours à un télétravail pendulaire, notamment en dehors des périodes de confinement, mais en cas de télétravail complet, il faut penser à de nouvelles ressources pour le salarié. Donc justement, il faut ensuite donner aux salariés toutes les ressources nécessaires pour réaliser le travail à distance. Des ressources matérielles, évidemment, ça concerne la connexion Internet, le matériel informatique, les logiciels, etc. À ce propos, la renégociation actuelle d'un accord national sur le télétravail a relancé le débat sur la suppression de l'obligation de prendre en charge les coûts liés au télétravail. Je
je ne suis pas convaincu que ce soit compatible avec une politique de régulation de la charge de travail, en tout cas pour les salariés qui ne sont pas suffisamment équipés pour télétravailler dans de bonnes conditions. Aussi, si la charge de travail doit, je me perds dans mes mots, si la situation doit durer, il faut envisager une adaptation du lieu de travail, c'est-à-dire du domicile du salarié, qui doit pouvoir travailler dans des conditions acceptables d'un point de vue ergonomique. Imaginez les dégâts à long terme pour un salarié d'un travail sur une chaise avec un ordinateur posé sur une table basse. Il faut ensuite envisager des ressources en termes de compétences et de formation. S'il faut utiliser des nouveaux outils, mais qu'on ne sait pas les utiliser, ça peut engendrer une perte de temps considérable sur la journée de travail. Enfin, pour terminer, il faut offrir aux salariés des ressources sociales. Des outils de travail à distance doivent faciliter la coopération entre les travailleurs malgré la disparition du lien physique. Et d'autres outils doivent permettre une circulation efficace de l'information. Information descendante d'abord pour que le salarié puisse être informé sur l'actualité de l'entreprise, recevoir le feedback ou l'évaluation sur son travail. Information ascendante ensuite par la mise en place d'espaces de discussion, formels ou informels, pour connaître les difficultés rencontrées par les télétravailleurs. Information horizontale enfin, pour ne pas faire disparaître totalement le lien social entre les salariés, ne serait-ce qu'en créant des chats ou des groupes de discussion sur WhatsApp pour maintenir une sorte de machine à café virtuelle dans l'entreprise. En conclusion, je terminerai là-dessus, si le télétravail est une mesure efficace de prévention des risques liés à l'épidémie de Covid-19, il faut éviter que le passage au télétravail génère d'autres risques pour la santé des salariés. Et pour cela, une régulation de la charge de travail pour qu'elle reste raisonnable est absolument indispensable pour organiser un télétravail qui soit à la fois efficace et conforme aux exigences de protection de la santé des salariés. Je vous remercie pour votre attention. Donc, merci pour cet exposé qui était très intéressant et qui permet vraiment de savoir de quoi on parle en termes de charge de travail et cet éclairage à la fois juridique mais également sur, je dirais, la charge de travail dans l'entreprise, comment est-ce qu'on peut l'appréhender au-delà de l'aspect quantitatif et des aspects qualitatifs de l'organisation du travail qui a été introduit par Luc de Montvalon. Alors, il y a quelques questions sur le chat, notamment une qui interroge pourquoi s'appuyer sur la QVT, la démarche QVT, alors que dans le Code du travail, il y a des obligations qui sont faites vis-à-vis de l'employeur, notamment dans la prévention et l'évaluation des risques professionnels, dans les risques psychosociaux. Donc, la question, c'est qu'apporte de plus la démarche qualité de vie au travail par rapport à ce qui est déjà prévu? L'intérêt de s'appuyer sur la démarche qualité de vie au travail, c'est d'aller justement au-delà de ce qu'impose le Code du travail. Le Code du travail, en effet, et comme je l'ai présenté dans ma première partie, impose aux employeurs de prendre des mesures de prévention de l'ensemble des risques professionnels. Donc, il faut évaluer les risques, éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et prévenir ces risques par des mesures de prévention, par la mise en œuvre des principes généraux de prévention. Mais si on se limite à ces dispositions, on ne fait que identifier les situations à risque et agir face à ces situations à risque. C'est évidemment une bonne chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des mesures de prévention. Au contraire, c'est évidemment utile que le Code du travail impose aux entreprises d'agir de ce point de vue-là. Mais l'intérêt d'aller vers une démarche qualité de vie au travail, c'est de ne plus seulement agir en fonction d'une évaluation de risque, mais de rechercher, sans se préoccuper, enfin en tout cas sans se préoccuper uniquement des risques, de rechercher comment on peut améliorer les conditions de travail, comment on peut améliorer l'organisation du travail et faire en sorte que la qualité de vie au travail s'améliore avec tous les intérêts que ça peut avoir sur les performances économiques et les performances sociales de l'entreprise. Donc, je ne pense pas que ce soit deux visions à opposer. Au contraire, on a une vision
qui est purement juridique, qui est l'obligation de sécurité. Évidemment, le droit enjoint aux entreprises de prévenir les risques professionnels. Le travail ne doit pas être une source de dégradation de la santé physique ou de la santé mentale. En revanche, le droit peut difficilement imposer la QVT. C'est une notion qui est peut-être encore trop difficile à saisir pour qu'on puisse avoir des obligations contraignantes en matière de QVT, mais c'est aux entreprises de se saisir de la notion de QVT pour essayer d'aller au-delà des obligations qui sont prévues dans le Code du travail. Donc, on a d'un côté une démarche contraignante, l'obligation de sécurité. Le salarié ne doit pas être exposé à de trop nombreux risques et ne doit pas subir une dégradation de sa santé du fait de son travail. Et à côté, on a une démarche plus volontaire, volontariste, où les entreprises chercheraient à réfléchir à comment mieux améliorer la qualité de vie au travail, à promouvoir la santé par le travail, sans le faire dans le cadre d'une démarche contraignante imposée par le Code du travail. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit deux visions à opposer. Il y a une vision dans laquelle la charge de travail s'intègre obligatoirement, c'est l'obligation de sécurité. Une autre dans laquelle elle pourrait et devrait, selon moi, s'intégrer, c'est la démarche QVT. Mais bon, en faisant de la QVT, je pense qu'on fait aussi de la prévention des risques, donc c'est en plus des démarches qui sont bien complémentaires. Ok, merci bien. Donc il y a une question autour effectivement du télétravail, bon, qui est très d'actualité. Donc vous en avez parlé dans l'exemple, c'était important et intéressant. La question qui se pose, c'est comment finalement, quels moyens d'évaluation on peut disposer pour pouvoir évaluer la charge de travail en télétravail. Donc, vous avez parlé de groupes de dialogue qui permettent effectivement d'en discuter, à condition que ces groupes de dialogue aient lieu. Mais sinon, quels moyens d'évaluation, je dirais, plus institutionnels, ou je ne sais pas comment m'exprimer ainsi, mais comment on peut évaluer finalement ce qui se passe dans la sphère privée des personnes? Alors, c'est vrai que c'est peut-être le cadre dans lequel il est le plus difficile d'évaluer la charge de travail parce que lorsque le télétravail est fait au domicile du salarié, il y a une sorte de sanctuaire dans lequel l'entreprise ne peut pas pénétrer, ce qui est assez logique. Et donc, c'est difficile d'avoir des données précises autres que les retours des salariés sur leur travail. Dans ce cas-là, je pense que les deux moyens de régulation de la charge de travail se font en amont de la réalisation du travail. Dès la prescription des objectifs, il faut réfléchir aux contraintes que ça va imposer aux salariés et réfléchir aux ressources qu'on va mettre à sa disposition pour qu'il réalise le travail. Et ensuite, malheureusement, à part des dispositifs d'alerte, des espaces de discussion, c'est assez difficile d'évaluer précisément la charge de travail d'un salarié en télétravail. Alors on peut toujours, je ne suis pas spécialiste parce que je suis juriste et non ergonome ou spécialiste en ressources humaines, mais si on regarde le rapport Golac, par exemple, on voit qu'il y a des indices qui permettent d'identifier des risques psychosociaux et donc des risques de surcharge de travail. Si le travail est moins bien réalisé, si le salarié envoie des mails à n'importe quelle heure, bref, on a des indices qui peuvent déjà laisser penser qu'il y a un problème de charge de travail. Ensuite, de là à l'évaluer précisément, je pense en effet qu'on se heurte rapidement à quelques limites de ce point de vue-là. Mais de toute façon, vous avez peut-être remarqué dans mon exposé, je pense que on atteint vite les limites de la mesure et de l'évaluation de la charge de travail parce que c'est une notion qui est en partie subjective et parce que de toute façon, évaluer la charge de travail à un instant T ne veut pas dire qu'elle ne sera pas en surcharge dans quelques jours ou quelques mois après l'évaluation. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux aller vers des politiques de régulation de la charge de travail où on réfléchit sans arrêt sur la façon dont on peut mettre en adéquation les contraintes et les ressources de travail. Voilà, donc il faut plutôt réfléchir à la façon dont on prescrit les objectifs, réfléchir éventuellement aux difficultés rencontrées par les salariés dans le travail et être plutôt en permanence dans une logique de régulation de la charge de travail plutôt que vouloir à tout prix l'évaluer et la réguler seulement en fonction de cette évaluation. Surtout quand on voit les modèles de mesure objectives de la charge de travail qui sont basés sur, ça existe, les modèles sur la mesure du rythme cardiaque, la dilatation des pupilles, l'activité électrodermale. C'est des modèles
qui sont a priori relativement efficaces, mais comment vous voulez mettre ça en œuvre dans les entreprises? Ensuite, vous avez les questionnaires. Évidemment, les questionnaires, ça permet d'avoir une idée de la charge de travail, mais ça reste des questionnaires subjectifs, et c'est difficile de mener toute une politique de prévention uniquement sur la base d'éléments subjectifs. Donc, je pense qu'il faut plutôt réfléchir en amont de la réalisation du travail aux objectifs, aux contraintes de travail et aux ressources à donner aux salariés, plutôt que vouloir absolument, à un moment donné, évaluer et mesurer la charge de travail. Alors, on peut chercher des indices de surcharge de travail pour savoir quand il faut absolument agir, mais je ne pense pas qu'il faille absolument l'évaluer. Et merci. Bon, il y a beaucoup de questions. On ne pourra pas toutes les poser si on veut tenir, les délais. Donc, peut-être, on peut reprendre une dernière question sur, voilà, sur, bon, je la cite, si dans l'entreprise on parvient à un accord sur la définition de la charge de travail raisonnable, bon, je ne sais pas s'il y a des accords sur la charge de travail raisonnable, avec tous les avantages que vous avez évoqués, cela suffit-il à prévenir le risque psychosocial? En mettant cette démarche en place, soyons-nous suffisamment exhaustifs? Et puis derrière ça, il y a un peu la question du rapport entre qualité de vie au travail et document unique d'évaluation des risques. Enfin, on revient un peu sur cette en quoi la qualité du travail peut venir enrichir et améliorer la question de la prévention des risques. Alors, des accords existent sur la charge de travail. Alors, vous avez l'accord qui a été conclu chez Orange, ça date déjà, je crois que c'est en 2014 ou 2015, qui avait été fait en collaboration avec l'ANACT, qui est relativement complet sur la question de la charge de travail. Il ne parlait pas de charge de travail raisonnable, mais c'était un autre terme qui était utilisé qui voulait dire à peu près la même chose. Donc, c'est possible de faire des accords qui soient relativement satisfaisants sur la définition de la charge de travail raisonnable et des leviers d'action sur la charge de travail. Ensuite, est-ce que ça suffit entièrement à prévenir le risque psychosocial? Je pense que c'est déjà une bonne piste pour prévenir les risques psychosociaux, mais évidemment, ça ne dispense pas ensuite de continuer à faire de l'évaluation et de la prévention des risques au fil de l'eau. Je pense que l'accord QVT ou l'accord charge de travail qui va proposer des modalités de régulation de la charge de travail, ça va être une mesure de prévention primaire très intéressante. C'est-à-dire que ça va être une mesure, un accord qui va permettre d'éviter au maximum l'apparition de risques. Des bonnes conditions de travail, un salarié qui travaille bien, des bonnes relations interpersonnelles, ça va éviter en principe les risques de stress, de burn-out, de harcèlement moral. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes complètement à l'abri que des situations ponctuelles de stress, que des situations de harcèlement surviennent et que la prévention des risques psychosociaux est entièrement réalisée. Mais si vous regardez la jurisprudence sur la prévention des risques actuellement, on demande aux entreprises de démontrer qu'elles ont pris les mesures pour éviter la réalisation d'un risque. Mais si le risque survient malgré tout, la responsabilité de l'entreprise n'est plus automatiquement engagée. À partir de là, le fait d'avoir un accord comme celui-ci qui montrerait que la charge de travail est régulée de façon efficace, c'est déjà un indice très intéressant pour le juge, je pense, pour montrer que l'entreprise avait bien mis en œuvre une démarche de prévention des risques psychosociaux. Voilà. Ensuite, ça ne dispense pas de continuer à mettre à jour le document unique, d'identifier les risques, de les évaluer et de mettre fin aux situations problématiques, mais c'est déjà un bon socle pour une démarche de prévention primaire efficace. Très bien. Écoutez, on vous remercie. On va peut-être donc poursuivre le webinaire pour rester dans les délais impartis. Et merci bien en tout cas. Donc on va lancer la table ronde. Donc avec Dominique André et monsieur Polo. Donc on a eu trois questions pour que vous puissiez, pour lancer vos témoignages. Donc la première question, c'est pouvez-vous nous présenter votre entreprise et nous expliquer l'intérêt pour vous d'appréhender la question de l'évaluation et de la régulation de la charge de travail. Donc Madame Vré, vous voulez
commencer. Bonjour à tous. Alors c'est avec grand plaisir que la Caisse d'épargne Côte d'Azur a répondu à l'invitation du comité RPS QVT du 83 pour vous présenter la façon dont mon entreprise a traité de la question de la charge de travail. Alors comme cela vous a été dit par Monsieur Balazuc dans son introduction, donc j'occupe depuis 2011 le poste de responsable de prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise, avec toujours cette volonté d'engager ce travail de prévention de façon primaire afin justement d'éviter autant que faire se peut l'apparition des risques. Donc la charge de travail, on l'a abordée dans un premier temps, effectivement, dans une approche de compréhension, parce que pour pouvoir effectivement réguler et identifier les éléments de régulation, il est essentiel effectivement de bien comprendre ce que recouvre la charge de travail pour les salariés. Donc la Caisse d'épargne Côte d'Azur, je ne vais peut-être pas m'étendre sur la présentation. Vous la connaissez très certainement, mon entreprise. Peut-être avons-nous aussi le plaisir de vous compter parmi nos clients. Donc, c'est une entreprise effectivement qui est un acteur économique central en Côte d'Azur et qui cherche effectivement et qui tend à être au plus proche de ses clients et à l'écoute de ses clients et de ses collaborateurs. On va rentrer dans le vif du sujet, si vous en êtes d'accord, pour vous dire un petit peu ce qui nous est apparu important pour traiter de cette question de charge de travail. Alors, je rejoins l'approche et la présentation de Luc de Montvalon sur le fait effectivement que notre volonté première était bien entendu la promotion de la santé au travail. Notre volonté était vraiment d'appréhender cette question de charge de travail dans une dimension de prévention primaire, sachant que nous souhaitions traiter avant tout de difficultés pour pouvoir justement éviter de grosses problématiques à traiter. Voilà. Donc l'approche, je ne vois plus la... Voilà. L'approche effectivement donc a été sous couvert effectivement de la prévention, avec d'une part effectivement un regard appuyé du côté du salarié sur le fait effectivement de chercher à ne pas obérer sa santé, de ne pas avoir de gros impacts au niveau de santé, mais aussi une volonté pour l'entreprise. Parce que traiter de la charge de travail amène effectivement à se poser la question du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail, de la santé au travail, mais nous amène aussi à nous poser la question de la performance de l'entreprise. Et bien sûr, en ce qui nous concerne, de la qualité du service rendu aux clients. On va passer… Oui, excusez-moi. Je vous en prie. Voilà, on va… Ah, pardon. Non, mais c'est bon. Donc, Monsieur Collot, vous… Bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis Rémi Collot de la structure Rado, une TPE en service de portage de repas à domicile qui intervient donc pour les personnes fragilisées de l'Est-Var sur 25 communes. Donc moi j'ai choisi d'expliquer un petit peu mon métier d'indépendant quand j'ai créé Rado, donc en 1999. Donc j'ai créé ma structure. Pas les moyens de financer une assistante. Donc, on façonne l'entreprise à son image. Donc, l'évolution de l'entreprise, fort heureusement, oblige donc à embaucher une personne, 2 personnes, 3, 4, 5 personnes. Et puis, donc, on les forme, on gère l'entreprise en bon père de famille.
On absorbe tout, la gestion des commandes, les rencontres bénéficiaires, la facturation, les remplacements. Et donc, du coup, la charge de travail augmente. On est vraiment le seul repère pour l'entreprise. Et puis, à un moment donné, on est proche du burn-out parce que, bon, on en parle aussi pour les salariés, mais malheureusement aussi pour les chefs d'entreprise. Et à ce moment-là, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça a été la formation professionnelle. Donc, je me suis tourné vers les organismes UPV, vers les chambres des métiers, chambres de commerce, pour évoluer par rapport à ça. Et on va le voir par la suite, déterminer justement la répartition des charges de travail pour les uns et les autres. Très bien. Merci pour ces précisions et cette introduction. Donc maintenant, la deuxième question, on va rentrer dans le vif du sujet, je dirais, c'est comment avez-vous procédé? Donc, quelle méthode, quelle démarche pour évaluer et réguler la charge de travail? Et quels effets vous avez pu évaluer sur cette démarche au niveau des salariés, de la santé des salariés? Donc, Madame Vray, la parole est à vous. Concernant la méthodologie que nous avons choisie pour investiguer cette question d'évaluation et de régulation de la charge de travail, on s'est appuyé sur une méthode anactienne. Comme cela vous a été dit par Luc de Montvalon, l'ANAC travaille sur ce sujet et les ARAC depuis déjà de nombreuses années. Le souhait que nous avions effectivement, c'est de pouvoir nous appuyer sur un acteur expert de la question. Et donc, nous avons eu la chance de travailler avec l'ARAC Occitanie, Thierry Prader et Emmanuel Albert, deux ergonomes experts sur ces questions. Et ils nous ont effectivement accompagnés tout au long de ce chantier, de ce projet. Donc, un point essentiel, un préalable essentiel était toute la partie de structuration et de cadrage de la démarche. Il était essentiel au départ, effectivement, que nous soyons tous déjà mobilisés, car comme vous l'a dit effectivement Luc de Montvalon, la question de la charge de travail concerne tous les acteurs de l'entreprise à des niveaux différents. Le souhait que nous avons voulu, sachant que le projet a été porté dès le départ par les dirigeants de l'entreprise, avec une volonté forte de traiter effectivement de ce sujet dans le cadre d'un dialogue social et dans une approche pluridisciplinaire avec une mobilisation de la médecine du travail, de l'inspection du travail, de la CARSAT, était justement de pouvoir partager déjà effectivement une définition commune de ce qu'on entendait par charge de travail. Le travail a été assez important, il a fallu beaucoup communiquer, il a fallu beaucoup échanger, nous nous sommes beaucoup appuyés sur l'ANACT pour justement arriver à aboutir à une définition commune qui devenait notre objet de travail. Donc, cette partie, effectivement, de structuration, de cadrage, était une partie essentielle parce qu'elle permettait effectivement de définir une architecture qui allait durer et tenir pendant plusieurs années pour pouvoir justement porter ce travail important, très important et très mobilisant et très mobilisateur au sein de l'entreprise. Donc, un groupe de pilotage a été mis en place. Ce groupe de pilotage était paritaire. Ça a été une volonté dès le départ des dirigeants de l'entreprise d'aborder cette question sous cet angle et pluridisciplinaire, avec effectivement une participation des médecins du travail, de l'inspection du travail et de la CARSAT. Parce qu'on partait du principe effectivement que cette charge de travail pluridimensionnelle nécessitait des regards multiples autour de cette question. Comme cela vous a aussi été dit par Luc de Montvalon, un préalable essentiel, c'est le diagnostic, parce que ce diagnostic va nous permettre effectivement d'identifier et de comprendre de quoi relève cette charge de travail,
La charge de travail, c'est effectivement donc des éléments, des déterminants qui vont amener à un cumul, dans certains cas, pour le salarié, de difficultés auxquelles ils doivent répondre. Donc, il y a eu tout un travail par la RACT, à travers des observations d'activités, à travers des groupes de travail, à travers des entretiens individuels et collectifs, pour amener déjà un premier diagnostic sur l'identification de ces déterminants. Cela a produit effectivement une première photographie de ce qui, des éléments constitutifs de la charge de travail, et cela de façon très opérationnelle, puisque on descendait au plus près de la réalité du travail, avec une expression libre des salariés sur ce qui pouvait générer une difficulté dans la mise en œuvre de leur travail. Ce premier diagnostic a été retravaillé en groupe de travail avec les salariés et des représentants du comité de pilotage, afin justement de pouvoir, sur ces situations identifiées comme des situations facteurs de risque sur les questions de charge de travail, arriver à se poser effectivement la question de la conséquence sur l'activité, des ressources qu'on pouvait mobiliser, des conséquences aussi pour la personne. Et ça a permis effectivement de pouvoir disposer d'une cartographie assez fine des éléments constitutifs de la charge de travail, des causes, de ce qui générait cela et des conséquences. Tout ce travail a énormément facilité la mise en œuvre du plan d'action. Donc, ce travail a été présenté en comité de pilotage, a été débattu, parce qu'il y a aussi un élément très central sur la charge de travail, c'est l'élément discussion, échange, débat. La charge de travail, elle se discute. La charge de travail, elle va effectivement nécessiter de débattre de cette question-là. Parce que comme on l'a effectivement, comme ça a été présenté précédemment, il y a aussi toute une approche très subjective de la charge de travail. On ne vit pas la question de la charge de travail de la même façon, et il est important effectivement que ce débat ait lieu. Dans le cadre de ce débat, le comité de pilotage a élaboré effectivement un plan d'action, donc des actions pour chacune des situations facteurs de charge, en identifiant effectivement que ces actions pouvaient avoir un effet bénéfique pour pouvoir traiter de la difficulté qui avait été identifiée. Un dernier point était un point essentiel pour nous dès le départ, c'était effectivement de disposer d'indicateurs, ce que nous avons fait dès le départ en se posant la question des indicateurs qui allaient pouvoir nous dire effectivement si ce que nous avions identifié comme une possible difficulté dans la mise en œuvre du travail avait été amélioré. Et donc, il y a eu une évaluation de chacune des actions mises en œuvre auprès des salariés, toujours, et auprès d'un groupe de travail, pour savoir effectivement si l'action mise en œuvre avait répondu à la problématique rencontrée par les salariés, ou n'avait répondu qu'en partie, ou n'avait pas répondu, et revenir au comité de pilotage pour élaborer des ajustements du plan d'action, voire des compléments à ce plan d'action sur des actions à élaborer et à mettre en œuvre dans un deuxième temps. Merci bien. Donc, Monsieur Collot, comment avez-vous procédé vous, au niveau de votre entreprise, qui est une entreprise différente de la Caisse d'épargne, et c'est ça l'intérêt de la table ronde, et les effets sur vos salariés? Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, donc je me suis formé et donc j'ai pu découvrir autre chose, entre autres avec, comme disait Dominique Ouvray, avec l'ANACT, où on est parti, nous, sur les fiches de poste. On a pu créer des fiches de poste de manière à pouvoir générer par la suite des entretiens professionnels, de répartir la charge de travail, d'organiser des réunions d'équipe. C'est vrai que ce moment d'échange, on se rencontrait jusqu'à présent, auparavant, j'étais un bon père de famille, j'écoutais tout le monde, je prenais le temps d'écouter tout le monde, mais donc
ils avaient un besoin vraiment d'échanger ensemble et j'en avais pas forcément pris conscience. Donc, ces fiches de poste permettaient vraiment de voir différentes choses. Par la suite, j'ai professionnalisé aussi l'activité en participant à différents groupes de travail, en développant la qualité, donc toujours ensemble, par réunion d'équipe, en créant des process pour améliorer donc cette qualité, des plans de formation. C'était aussi ce qui est revenu des réunions. J'avais des formations de base qui étaient entre guillemets obligatoires, mais par contre certains types de formations spécifiques, on en parlera ultérieurement, qui ont été réellement demandées. Et puis de mettre en évidence donc tous les facteurs de stress pour rédiger un livret de bonnes pratiques. Voilà, donc la formation aussi d'un tuteur, la mise en place par exemple pour les petits chocs arrière. C'est vrai qu'on parcourt pas mal de kilomètres. Donc hop, vous pouvez revenir en arrière, pardon. Voilà, donc on parcourt pas mal de kilomètres. On avait donc des petits chocs arrière, de manœuvres, etc. Et simplement le fait de poser des caméras de recul, a limité ces petits accidents et de ce fait limiter le stress. Voilà. Le suivi de température à distance, c'est un petit produit technique qui permettait au bureau tranquillement installé dans un local climatisé d'alerter l'agent de portage et éventuellement les services autour en cas de remontée anormale du véhicule en température pour éviter aux livreurs d'être en stress, je pense aux périodes estivales, dès l'instant qu'il y a un défaut mécanique. Voilà. La formation d'un tuteur, c'est vrai que tout nouvel entrant auparavant était formé par moi-même, mais le fait d'avoir un tuteur, une personne qui est formée justement, qui était à l'origine de Rado, donc qui connaît bien le métier et qui a suivi une formation de tuteur, a permis vraiment d'avoir un socle de formation, de base, d'accompagnement pour tout le monde. Et puis une enquête de bien-être au travail. J'étais surpris pour 10 salariés de mettre en place ce type d'enquête, donc qui était anonyme et bizarrement, tout le monde a répondu. Et j'étais plutôt content de l'intérêt qu'avaient les salariés au sein de l'entreprise. Ils m'ont fait part en effet de problèmes par rapport à mon attitude des fois. Il faut savoir se remettre en cause, pas toujours évident. Mais voilà, ce type d'enquête a vraiment été vu. Voilà. Et donc, automatiquement, toutes ces évaluations nous ont permis de nous tourner vers l'entreprise solidaire d'utilité sociale. On a été primé, je dis on parce que c'est l'ensemble de l'équipe, bien entendu, et de mettre en évidence toutes les valeurs de l'entreprise. Et par la suite, donc, nous sommes orientés donc vers la digitalisation du service, toujours dans l'idée de faciliter, de simplifier la communication, le stress, à la fois de l'agent de portage qui est sur le terrain, à la fois du bureau. Donc, ça reprenait tous les items du quotidien, savoir l'agent de portage, son temps de travail, son heure d'arrivée, son heure de retour. On a les aléas sur la route, on a des aléas avec les bénéficiaires. De ce fait, on peut rentrer des fois avec une heure de différence, peu importe. Son heure est enregistrée, des informations sur l'organisation de la livraison, sur le véhicule avec des items fixes. Il rentrera son numéro de parc de véhicule. En cas de, par exemple, de panne de véhicule, il a un item panne moteur. De ce fait, il a juste un bouton appuyé, il est géolocalisé, automatiquement le préventeur et l'assisteur est prévenu donc par un mail. Automatiquement le bureau est prévenu, donc le bureau va se charger de prévenir les clients du retard et l'assisteur va pouvoir envoyer un véhicule de remplacement sur site. Voilà. Donc, je pense aux véhicules, mais c'est valable pour l'ensemble, par exemple, le bon de livraison, les signatures numériques des clients avec l'enregistrement automatique des heures de livraison. C'est également toute l'information, les arrêts de repas, les commandes supplémentaires ou autres, qui vont vraiment permettre de fluidifier l'information au bureau. Auparavant, il prenait son téléphone, il appelait. La secrétaire avait un ensemble d'appels et était quelque peu perdue. De ce fait, ça a permis de poser tranquillement les choses pour tout le monde. Voilà. Et donc, les effets sur les salariés que vous avez pu évaluer suite à ces mesures? C'est des erreurs, donc déjà au niveau pour nous, erreurs de commande et d'information en moins, et plus de tranquillité, plus de sérénité sur se rendre sur place. Voilà, je l'ai immédiatement ressenti. J'avais pas d'absentéisme, j'avais pas de retard. J'ai vraiment du personnel qui était investi depuis l'origine, pas de turnover. Mais voilà. Par contre, du fait qu'ils ont participé collégialement à ce produit, c'est vraiment passé sans aucun problème. D'accord, merci bien. Donc on va poursuivre, puis après on
on ouvrira le débat avec les questions Ok. qui sont posées. Donc, la troisième partie, je dirais, du témoignage, c'est contextualiser les choses. C'est bon, la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés cette année a-t-elle eu un impact sur la charge de travail? Est-ce que vous avez pu évaluer donc un impact sur la charge de travail des conséquences de la crise sanitaire? Et est-ce que ça vous a amené donc à améliorer les process et les outils que vous avez mis en place pour pouvoir continuer à réguler la charge de travail dans ce contexte de crise sanitaire? Donc, Madame Vré. On n'entend pas. On vous entend pas, Madame Vré? Voilà. Vous m'entendez? Oui, donc je vous disais que la crise sanitaire engendrée par la Covid-19 que nous subissons aujourd'hui a profondément et durablement impacté l'activité de l'entreprise, ses modes de production de services, son organisation du travail. Ça a énormément aussi bousculé les repères des salariés et bien sûr le sens qu'ils peuvent donner à leur travail. Et ça a amené des fonctionnements différents en fonction des périodes, confinement, déconfinement, télétravail, avec un impact fort sur le délitement des collectifs, puisque toutes les mesures que nous avons prises dès le départ, dès le mois de mars, fin février déjà, sur la distanciation, sur les différents protocoles au niveau sanitaire ont amené effectivement à remettre un petit peu en question les modalités de convivialité qui pouvaient exister. Donc, bien entendu, ça a eu des effets, des effets sur l'activité, des effets sur les personnels. Dès le départ, on s'est attaché à répondre de façon très réactive à chacun des points qui se présentaient à nous, puisque dans le cadre de cette crise sanitaire, l'anticipation était peu là, bien qu'on essayait à chaque fois, je pense par exemple au port de masque, nous on a demandé à nos salariés le port de masque dès l'été, à partir du moment où ils étaient en milieu confiné. Mais il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en réaction à un constat. Donc oui, la crise sanitaire impacte le travail, impacte l'entreprise. Nous l'avons inscrit très tôt dans notre DURP et dans notre PAPRIPACT pour justement accompagner au mieux nos salariés et l'entreprise dans ce moment compliqué et difficile pour tous. On a effectivement eu une attention toute particulière pour nos managers, parce qu'ils sont effectivement nos managers de proximité en première ligne dans le cadre de l'accompagnement des collaborateurs dans cette refonte un petit peu des modes de travail et des pratiques de travail. Bien entendu, on a traité très rapidement la question des risques psychosociaux. On a pu entendre effectivement dernièrement dans le discours de notre ministre de la Santé l'inquiétude qu'il pouvait y avoir sur la question de la santé mentale. Nous, dès le mois de mars, nous nous étions attelés à travailler toujours. On travaille énormément en partenariat avec la médecine du travail. Sur les questions de risques psychosociaux, sur les questions de risques en général, mais aussi de risques psychosociaux. Et on a mis en place effectivement différents dispositifs de soutien, tant sur l'aspect social que sur l'aspect psychologique, avec des sensibilisations aux addictions, à l'isolement, des prises en charge psychologiques très rapides. Voilà. On a ouvert des espaces de discussion. On a énormément développé de nouveaux outils de communication. On a eu une attention toute particulière à la mise en place du télétravail. Comme vous le voyez, je suis en télétravail et je dispose effectivement donc d'une installation avec un siège adapté
Voilà, on a eu cette attention pour justement traiter au mieux ces nouvelles conditions qu'on imposait à nos salariés du fait de cette crise sanitaire. On a essayé effectivement dans le cadre du télétravail de répondre, mais de façon très importante et de façon très rapide à la mise en place donc d'outils, que ce soit de l'informatique, que ce soit effectivement des outils de communication, que ce soit des protocoles, et puis une communication régulière sur notre intranet pour justement limiter autant que faire se peut les effets de cette crise sanitaire sur l'activité des salariés, sur leur santé. Merci bien, madame. Et donc, monsieur Polo, donc, l'impact de la crise sanitaire, à la fois sur votre activité, mais également donc sur la charge de travail et ses effets sur les salariés et comment vous y avez fait face. Alors voilà, moi c'est un petit peu différent, ça veut dire qu'on a une continuité de service au moins morale. De ce fait, quand au 17 mars, on nous a annoncé un confinement, subitement, j'ai eu 30% de mon effectif en moins. Non pas des gens qui ne voulaient plus travailler, des gens malheureusement pour qui le médecin du travail leur a dit, pas le médecin du travail, pardon, le médecin personnel leur a dit vous ne pouvez plus travailler dans ces conditions, bien qu'on ait les moyens de protection en place. Et donc ça a été un peu compliqué, enfin d'imaginer quelque chose de continuer à travailler comme ça. Et par contre, du coup, tout le travail en amont de relations, etc., a permis d'avoir vraiment une équipe soudée qui a permis de continuer, qui avait la volonté de continuer le service. Voilà, on a dû donc adapter nos protocoles comme on l'annonçait, c'est-à-dire livrer derrière la porte. Sauf que dans la théorie, c'est beau, mais quand on a une personne qui a un Alzheimer et qui donc n'est pas en capacité de forcément venir chercher son repas derrière la porte, ou une personnalité, comment faire? Donc voilà, donc on était équipé fort heureusement en 2010, j'avais acheté un stock de masques. Donc j'ai réutilisé ces masques, le temps d'en commander d'autres en tissu, qui ont été après remplacés par des masques jetables selon les recommandations en vigueur. Mais tout ça, ça a pris beaucoup de temps. On avait du gel hydroalcoolique, on avait des produits désinfectants parce qu'on avait un ensemble de process dans le cadre alimentaire. Donc on a continué nos process habituels, mais avec une crainte, l'inconnu. Le gros problème, ça a été surtout le manque de réunion, le fait de ne plus se rencontrer. La peur pour moi du cluster a fait que je transmettais par Internet, je transmettais quand le matin, je voyais les uns ou les autres, mais ça restait informel. Et du coup, on est arrivé à ce qu'au mois de septembre, on décide ensemble de reprendre réunion et formation en respectant donc les protocoles. Voilà, parce qu'ils avaient vraiment besoin de continuer, de se retrouver et prêts à jouer le jeu. Ils ont gardé le masque, ils ont mangé. On était dans une salle spécifique adaptée sans se regarder. Enfin, c'était vraiment particulier, mais ils avaient besoin de se retrouver tous ensemble et de partager ensemble de l'information et d'échanger. Donc là, en l'occurrence, c'était le PSC1 avec les pompiers sur la crise sanitaire. On a travaillé également sur le cerveau, la connaissance du cerveau avec un médecin neurologue, où ils ont pu aborder différentes choses. Il y avait besoin de parler, parce que c'est vrai qu'on travaille avec des gens fragilisés, et donc ce besoin était vraiment important face à des professionnels. Voilà, écoutez, je vous remercie. Merci, mais il y a une question qui me vient directement par rapport à ça, c'est que est-ce que le Covid a eu un impact sur les commandes que vous avez, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu moins de commandes, plus de commandes, et avec l'effectif disponible, est-ce que ça a influé sur la charge de travail, et comment vous y avez fait face? Alors, il a fallu entre guillemets délester, c'est un petit peu dur comme mot, tout simplement les personnes ayant de la famille proche ou ne prenant que 1-2 repas en confort, je les ai informés que je ne pourrais plus les livrer de manière à pouvoir alléger les tournées et anticiper une prise future de commande. On n'a pas eu réellement d'augmentation de clients, beaucoup plus de situations difficiles par contre, du fait des fermetures des instances sociales. De ce fait, tout ce qui était accueil de jour, on fermait du jour au lendemain, tout ce qui était suivi psy était arrêté. Donc on s'est retrouvé avec des patients beaucoup plus durs à gérer, totalement seuls au début. Là, deuxième confinement, par contre, les services sont restés ouverts, de ce fait, les choses se passent beaucoup plus sereinement.
Et au passage, alors ce qui est aussi important, c'est qu'au bout d'un mois, les personnes qui étaient arrêtées à leur domicile ont fait des pieds et des mains auprès de leur médecin pour reprendre leur activité. Parce qu'ils ne supportaient plus de rester à la maison. Il faut savoir qu'il y a eu, moi j'avais pris l'engagement de prendre la continuité de salaire pour tout le monde. En cette période Covid, qu'on ait le Covid, j'ai une personne qui a été arrêtée pour, comment ça s'appelle bref, qui a été arrêtée pour une personne contact, bah, elle a eu sa continuité de salaire parce que c'était mon engagement et malheureusement, si les uns ou les autres ont le Covid, j'ai pris cet engagement de manière à ce que ne pas les retrouver dans l'embarras. Ok, merci. Il y a une question qui est posée directement à Dominique qui doit la lire peut-être là. Donc, ben, vous pouvez. Il n'y a pas le micro, voilà. Débranche. Oui, alors effectivement, vous me demandez comment les représentants du personnel peuvent s'assurer des bonnes conditions de travail, des mesures prises décidées dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Bien entendu, toutes les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire sont prises dans le cadre d'une information et d'un échange avec les partenaires sociaux en CSE. Il y a des réunions régulièrement, effectivement, pour leur donner à voir comment on avance sur le sujet. Et comment on envisage aussi, au fur et à mesure, de mettre en place des actions plus ou moins renforcées. Je pense par exemple au télétravail. Voilà. Donc, les représentants du personnel sont partie prenante de la mise en place de l'ensemble des plans et des actions dans le cadre de cette gestion de crise sanitaire. Et il y a des informations régulières qui sont faites. Et bien entendu, ils ont une relation quand même particulière avec nos salariés, puisqu'ils se déplacent sur site aussi, dans le respect des consignes et des mesures, mais ils ont des échanges réguliers avec les salariés. Et ils nous font aussi remonter des éléments qui nous permettent d'avancer. Ok, merci. Une question par rapport, comme dans toutes les entreprises, donc il y a eu du mixte, je dirais, télétravail et présentiel dans votre entreprise. Et donc, l'impact sur le collectif de travail de ce mixte télétravail présentiel et comment, je dirais, vous avez pu le maintien du collectif de travail, parce que la régulation de la charge, elle se fait aussi de manière, elle peut aussi se faire de manière collective. Donc, comment le collectif de travail a été impacté, comment vous avez pu le maintenir avec les mesures sanitaires, donc télétravail et autres. Alors, c'est un point qui est très important parce que, pour une raison très simple, c'est que la charge de travail, elle se régule avec le collectif. Très souvent, quand on a une problématique de charge de travail, on va avoir une régulation très souvent naturelle par le collectif, qu'il est très intéressant d'ailleurs d'étudier et d'analyser. Cette crise sanitaire, comme je le disais précédemment, a complètement bousculé effectivement toutes ces relations, toutes ces coopérations qui étaient mises en place et qui fonctionnaient très très bien. Et il a fallu effectivement imaginer à repenser autre chose. Donc il y a un gros travail, comme je vous l'avais dit précédemment aussi, d'accompagnement de nos managers, pour justement qui sont en capacité de faire ce qu'on appelle un management distanciel, qui sont en capacité effectivement de continuer à élaborer du lien social et des moments aussi conviviaux, même si on virtualise beaucoup du fait de cette crise, parce que notre volonté première est bien entendu de protéger la santé de nos salariés et de nos clients aussi. Donc, il y a un gros travail qui est fait effectivement sur la question de ces collectifs. Et on imagine, alors, ce qui est assez formidable avec cette crise sanitaire, c'est justement cette capacité de créativité
puisqu'on se rend compte effectivement que certains de nos managers, je pense par exemple au management visuel, ont élaboré des outils de partage avec une forte mobilisation et une forte participation de leurs collaborateurs autour d'outils visuels partagés pour avancer sur l'activité, pour partager des moments de conviviaux, pour partager. Alors, ce sont des choses simples, hein, mais effectivement, c'est pour ça que l'outil, comme vous l'avez souligné à un moment donné, l'outil a une importance toute particulière dans ces moments-là. Comme on le voit aujourd'hui, effectivement, il est important que un outil de visio fonctionne correctement pour faciliter l'échange. Donc, on a été très attaché à mettre à disposition de nos salariés un accès à l'ensemble de ces outils, le matériel, parce que la volonté, elle est vraiment de continuer à partager. Même si le contexte est compliqué, même si effectivement nous respectons la distanciation sociale, si nous respectons effectivement l'ensemble des mesures pour nous protéger, protéger notre santé et celle de nos collègues et de nos clients, on fait en sorte aussi de maintenir ce lien social. Ok, merci. Le temps que vous prenez connaissance d'une question qui vous est posée, je voudrais poser une question à monsieur Collot. C'était intéressant ce que vous avez présenté, donc toutes les mesures de régulation finalement que vous avez, d'amélioration que vous avez mis en place, formation de tuteurs, etc., la volonté de préserver le collectif aussi. Et alors, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup mis en place de régulation, et je m'interroge sur l'évaluation. Est-ce que le fait de passer à des mesures de régulation, enfin des actions, ça n'a pas risqué de passer à côté de certains aspects de la charge qui auraient été sous-estimés. Enfin voilà, c'est l'aspect évaluation, enfin, qui est comment vous l'avez mené, et, parce que évaluer, ça permet de s'assurer qu'on mettra en place toutes les bonnes solutions. Alors vous avez mis en place pas mal d'actions, mais comment le côté évaluation, comment vous l'avez mené? Alors, quand vous parlez d'évaluation, c'est pendant la période Covid actuelle ou alors c'est en temps normal? C'est les deux, je dirais. D'accord. Voilà. Donc, on a donc de toute façon des remontées, donc nous systématiquement sur les tournées, sur le temps de travail des livreurs, sur les kilomètres parcourus, le nombre de bénéficiaires livrés, l'étendue et les problématiques. Donc quotidiennement, on a leur temps de travail. Donc j'ai des volumes horaires qui remontent tous les jours. Et le travail au bureau, donc là qui sont des horaires tout à fait standards, 8h30, 12h30, 14h, 17h. Et de ce fait, on a mis en place la modulation de travail pour tout ce qui est agent de portage. J'ai un volume horaire dans lequel j'ai intégré les congés payés, les jours fériés bien entendu, et également les maladies hypothétiques. J'ai une population âgée, 56 ans, travailleur handicapé, donc j'ai évalué un tiers de temps uniquement pour gérer ces problématiques-là. C'est ce qui m'a permis de tranquillement passer cette problématique de 30% avec bien entendu un investissement personnel beaucoup plus important pendant la période Covid. Ok, donc c'est bon, un aspect volume horaire, c'est important de l'évaluer, quantitatif. Et par rapport à ce que se présentait Luc de Montballon, on essaie les tensions qu'il peut y avoir entre les ressources et les contraintes. Bon, finalement, quand vous formez des tuteurs, vous apportez de la ressource. Et en quoi cette ressource, par exemple, va agir sur la contrainte, et sur quelle contrainte? Alors, une autre chose qui est importante, c'est que préalablement à une mise en place de portage repas, il y a une rencontre au domicile qui se fait, où on va avoir une évaluation. Évaluation d'une part de l'accès au domicile, d'autre part du bénéficiaire, des problématiques rencontrées par rapport à la personne. De ce fait, c'est une source de stress, on va dire, qui va être limitée pour l'agent de portage, qui aura des informations précises qui lui remontera par sa tablette. Et il pourra de ce fait aussi communiquer par ce biais-là. Très bien. D'ailleurs, je vois qu'il y a une question sur le chat. Après, je redonnerai la parole à Dominique Vray, qui est en lien un petit peu avec ce que je vous posais. Votre enquête de bien-être au travail me semble très pertinente. A-t-elle suffi à mettre en évidence les problématiques de façon exhaustive? Ou avez-vous utilisé d'autres moyens? C'est un peu un corollaire à ma question précédente.
Oui, donc alors globalement, ce qui ressort du bien-être au travail, c'est de l'enquête, hein, c'est finalement mon attitude dans certaines situations par rapport à certaines personnes. Voilà, tout simplement. Mais c'est ce qui était ressorti déjà j'en ai fait donc 3, une il y a 5 ans. Donc j'en avais parlé parce que quand j'ai fait cette enquête, je la présente également au médecin du travail de la IST. Et de ce fait, quand on échange, comme compte tenu que c'est anonyme, on ne sait pas qui c'est. Pour eux, il n'y a pas de problème majeur, tout va bien. Voilà. Très bien, merci. Donc, alors, je crois que Dominique Vray avait une question à laquelle peut-être apporter des éléments de réponse. Oui, concernant, effectivement, il y a une question concernant l'utilisation d'un système intranet et une boîte mail traditionnelle, leur différence. Pour moi, il n'y a pas de différence, il y a une complémentarité. D'un côté, on a la boîte mail qui est une boîte effectivement, donc un outil plus individuel avec une démarche plus individuelle, alors que l'intranet va plutôt s'orienter vers une démarche plus collective. Je pense que l'important est effectivement d'orienter le message en fonction de l'objectif qu'on se donne. Hein. Nous, par exemple, sur la question des protocoles sanitaires, nous utilisons l'intranet parce que nous souhaitons effectivement aussi que l'ensemble des collaborateurs de façon collective puissent aussi avoir une information unique sur ce qu'il en est. Donc je pense que ce sont des outils qui sont complémentaires et une utilisation qui doit être complémentaire. Très bien. Donc, nous arrivons au terme, je dirais, du webinaire. Donc, je vous remercie, c'était vraiment très intéressant. Juste avant de donner la parole à Evelyne Villadoma pour conclure, je voudrais juste prendre une minute pour préciser par rapport au TPE-PME, hein, parce que la question c'est souvent, oui, mais nous, TPE-PME, comment est-ce qu'on peut procéder pour agir sur ici la charge de travail, c'est qu'il existe des aides à destination des TPE, PME, notamment le dispositif Objectif Reprise, qui consiste à une aide gratuite auprès des TPE, PME pour des accompagnements individuels légers entre 0 et 25 jours et un jour, ou des accompagnements un peu plus approfondis entre 5 et 6 jours par des consultants experts pour pouvoir les aider à mettre en place des démarches, des méthodes et des actions pour, dans le cadre actuel de la crise sanitaire, agir sur les conditions de travail et notamment les problématiques de charge de travail. Donc, si vous allez sur le site de l'ANACT, vous verrez ce dispositif Objectif Reprise. Je crois que c'est important d'en parler puisqu'il est à destination des TPE-PME qui souvent se trouvent démunis pour pouvoir agir. Voilà, je voulais juste donner cette information-là. Maintenant, ben, la parole est à oui, il y a aussi les aides financières de la CARSAT, comme précise Florence, effectivement. Donc là aussi, en allant sur le site de la CARSAT, vous pourrez trouver là aussi des aides financières pour les TPE-PME, donc petites entreprises de 10 salariés ou 50 ou 100. Voilà. Donc, je vous remercie, on vous remercie encore une fois, tous les participants, et je vais donner la parole donc à Evelyne Villadoma pour conclure ce webinaire. Oui, donc encore une fois, notre réunion, notre webinaire du comité de prévention des risques psychosociaux et de promotion de la QVT a connu un vrai succès. 120 personnes écrites, une quantité de questions qui montre l'intérêt que vous avez tous porté à ces différentes conférences. Des profils très différents pour nos intervenants, notamment entre une très grosse entreprise et une toute petite, qui montrent que si la motivation existe, tout est possible partout. Cette année, la situation sanitaire qui a posé des contraintes importantes et qui continue d'en poser, qui désorganise beaucoup, qui nous pose une obligation de réfléchir sur les organisations et de réfléchir sur charge et sous-charge,
au travers du télétravail, mais aussi au travers des gens qui restent dans l'entreprise pour assurer la continuité du travail. Donc, il y a des perspectives qui se sont ouvertes cette année avec sous la contrainte sanitaire, mais on entre, je pense, dans une nouvelle ère et de nouvelles organisations de travail qui vont se développer un peu partout. Et la communication qu'on a aujourd'hui via un webinaire fait partie d'une de ces évolutions. Donc, le travail connaît vraiment une évolution et un redémarrage qu'il sera intéressant de suivre, à mon sens. Donc, pour conclure, je vous remercie tous d'avoir participé aussi activement à cette réunion, aussi bien les intervenants qui ont consacré du temps et qui ont été très intéressants tous, à tous les participants qui ont posé des questions. Vous serez invités en 2021 à d'autres réunions sous forme de webinaires. Hein. Le comité RPS organise 2 webinaires par an. On n'a pas encore décidé du thème des prochaines réunions, mais il devrait y en avoir une au printemps et une à l'automne. Je vous remercie tous et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir. Merci Evelyne. Voilà, donc nous allons conclure ce webinaire en vous remerciant encore une fois pour la qualité de vos présentations et des témoignages et des échanges aussi avec les questions des participants. On n'a pas pu répondre forcément à toutes les questions, mais il y a des questions qui ont été répondues directement par les intervenants au fil de l'eau. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Et donc à la prochaine, sachant que il y aura un compte rendu. Oui, donc le compte rendu, donc la synthèse et les PowerPoint qui ont été présentés lors de ce webinaire seront mis en ligne dans le site Santé Sécurité PACA. Donc dans quelques jours, donc tout le monde pourra avoir accès à cette synthèse et ce qui a été présenté par les participants. Donc merci à vous. Voilà, on peut couper. Je sais pas qui c'est qui.